Bonjour, nous allons commencer cette journée avec, avec la conférence de littérature. Et vous avez, j'ai l'honneur de présenter ici Madame Alicia Piqué Delvaux, qui est professeure de l'Université de Barcelone et spécialiste du XXe siècle. Elle a fait sa thèse sur Claude Simon. Elle a travaillé sur nombreux auteurs du XXe siècle et d'autres siècles. Mais enfin, disons que sa spécialité se focalise dans la littérature contemporaine. Et elle a travaillé sur Giono, sur Jorge Semprún, sur d'autres écrivains. Et aujourd'hui, vous le savez, donc elle vient vous parler de Michel Tournier et de Blaise Cendrars, mais en prenant la perspective du voyage, que je pense c'est l'un des thèmes que vous avez dans votre programme. Alors vous verrez, Madame Piqué est un professeur remarquable, mais en plus elle est une amie de longue date et c'est un plaisir pour nous de l'avoir avec nous à l'université et qu'elle vous parle aux gens de Lleida, parce que nous la considérons comme si c'était quelqu'un de très proche et quelqu'un qui nous appartient et qui fait partie du même groupe de professeurs que nous avons travaillé à l'Université de Lleida, ou que nous travaillons à l'Université de Lleida. Bon, alors je vous laisse avec elle et j'imagine que ce qu'elle va vous dire va vous intéresser beaucoup et vous faciliter la lecture de ces deux auteurs, Tournier et Cendrars, qui ne sont pas des auteurs faciles. Hein? Bon, alors, donc, écoutez et jouissez de cette conférence. Bon. Merci. Je ne sais pas si je vais arriver vraiment à l'auteur de ces perspectives. En tout cas, je remercie Angels, qui est surtout une grande amie, comme tous les professeurs du département de langue et littérature française à l'Université de Lleida. Et j'ai un grand plaisir de vous aider simplement à comprendre un peu ces deux lectures qui sont relativement complexes et très riches. Alors, en fait, moi, ça m'a coûté un peu de réduire à la perspective du voyage ces deux lectures, parce qu'en fait, elles débordent ce fil thématique. Mais vous allez voir qu'on peut conduire à partir du thème du voyage vers les autres aspects que ces livres enferment. Alors, j'ai mis comme titre, il y aurait pu en avoir un autre, mais celui du journal de bord à la Robinsonade, de manière d'écrire le voyage. En fait, le voyage est un thème littéraire et philosophique et vraiment un thème de toujours. Hein. Si vous pensez un peu, vous allez voir que déjà dans l'Odyssée, Ulysse, c'est un grand voyageur. Et son voyage n'est pas seulement celui d'un héros qui surmonte des énormes difficultés, c'est aussi une aventure, et une aventure, bien sûr, non seulement dans le monde, mais une aventure antérieure. Non? Alors, de nos jours, on pourrait classer la littérature de voyage en tellement de sous-groupes, parce que si vous regardez bien, tous ces gens qui partent en exil politique, exil par des raisons vraiment de survivre, non? Ces gens-là, certains écrivent leur aventure aussi. Ces écrits d'exil sont autant de livres de voyage forcés et d'expériences.
parce que tout livre de voyage est une connaissance, présuppose une connaissance du monde et une connaissance de soi, parce qu'on se mesure les forces, on évolue, on change. C'est vraiment une des motivations, vraiment souvent, celle du voyage, se chercher. Alors dans ce cadre de voyage, d'aventure, mais voyage en quête de soi, voilà que dans ce cadre, nous allons situer aussi bien le livre autobiographique de Sandras et le livre de fiction de Tournier. Bon, la dénomination journal de bord. Vous savez, ce livre de Sandras n'est pas vraiment ni un journal de bord, c'est un récit très personnel, bien sûr, où nous trouvons des notations vraiment précises et la plupart, véritablement, qui font appel aux sensations, aux sentiments, à l'état d'esprit, à l'agitation non seulement du voyage, mais à l'agitation que ce jeune homme, très jeune homme, portait déjà en soi. Non? Vraiment, pourquoi est-ce que j'ai mis journal de bord? Eh bien, parce que c'est justement ce que le texte n'est pas, mais c'est une façon de approcher ce texte. D'une part, il joue avec le journal parce qu'il y a des datations précises, tel jour, tel lieu. Mais si vous voulez savoir quelque chose du lieu et du jour en général, pas de précision, c'est plutôt des sensations, son imagination, c'est ça ce qu'il vous transmet, non? Alors, c'est un journal et c'est pas un journal. Qu'est-ce que c'est qu'un journal de bord? Alors ça, c'était un peu pour faire le pont avec notre personnage de Robinson, parce que Robinson, lui, il fait un voyage en bateau aussi, lui, il subit une circonstance terrible, comme c'est le naufrage, et c'est vrai que le capitaine de la Virginie, qui est le capitaine du bateau, lui, comme c'est son obligation, il tenait un journal de bord. Dans ce journal de bord, il y avait noté les péripéties de la journée. Bon. Alors, les capitaines tiennent un journal de bord. Notre pauvre Robinson, perdu sur son île, lui, il va tenir aussi une espèce de journal, le logbook. Ça, c'est déjà dans le livre original de Daniel Defoe. On en parlera. Bon, alors, valeur autobiographique du voyage de Monsieur Frédéric Louis Sauzer. Parce que notre écrivain n'est pas encore né. C'est quelqu'un qui est bien formé, oui, parce qu'il a lu beaucoup, parce qu'il a écouté énormément de musique, parce qu'il a vu énormément de tableaux. C'est quelqu'un d'une solide culture, mais il veut écrire. Mais rien, pas encore. Ça va être son commencement, ses débuts dans la littérature, oui, mais si vous, maintenant, vous feuilletez les œuvres complètes de déjà l'écrivain, vous verrez que ce livre n'apparaît pas. Il n'a pas donné à l'éditorial la permission pour inclure ce livre. Alors c'est un peu étonnant que ce livre apparaisse dans un programme de Batchivac. Bon, ça peut étonner, mais en fait, c'est nécessaire quand même, parce que c'est vraiment cette aventure
cette affirmation de soi. Ce livre présente vraiment le monde avant le monde de l'écrivain. Mais il y a des aspects que quand on a lu l'écrivain, par la suite, beaucoup d'ouvrages après, beaucoup de temps après, longtemps après, on découvre une chose, qu'il y a des idées, des images qui étaient nées là. Alors, c'est une autobiographie, c'est un ouvrage très personnel, c'est un récit d'un voyage, c'est un grand voyageur. Il avait déjà connu, parce que son père l'avait envoyé en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour apprendre le métier de joaillier. Il voyageait déjà. Il est curieux. Il fait sien un mot, bourlinguer. Bourlinguer, voyager comme ça. Et bon. Mais ce livre-là nous montre l'écrivain en herbe. L'écrivain qui est vraiment, qui a une nature, mais qui est une nature brute, qu'il faut polir. Il le fera. Le livre est de 1911. En 1912, il entre déjà en amitié avec des poètes et des peintres. Et c'est vraiment le monde des années 20, vraiment ce monde culturel où Paris devient la capitale culturelle d'Europe et du monde. Eh bien, voilà, lui, il sera là. Bien sûr, si vous regardez un peu, si vous lisez ce livre, vous verrez que ce voyage, qui est un voyage avec un but, il va rencontrer une petite amie, Fela. Fela va devenir sa première épouse. C'est l'histoire d'un amour tel qu'il est présenté ici. On dirait de circonstances. Hein. Il va là où elle est, comme il pourrait aller quelque part d'autre. Pourquoi? Parce que simplement il fuit. Il fuit une sensation. Il n'est pas content avec lui-même, il n'est pas content avec le monde qui l'entoure, il n'est pas content surtout d'appartenir au genre humain. Il déteste le genre humain. Et vous voyez qu'il a des descriptions désagréables même. On est tous pure matière en décomposition. Eh ben, c'est un langage figuré. Bien sûr, c'est une question de style. Non, c'est une question de sentiment. Il ressent les choses comme ça. Mais tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec lui-même. Il n'aime pas cette profession à laquelle son père semble le diriger. Il aime d'autres choses, mais il ne se voit pas encore avec force de les entamer. Bon, voilà, c'est ça. Hein? C'est son désarroi. Alors, pourtant, je vous disais, il y a des aspects qui nous annoncent le futur écrivain qui va venir très rapidement. En 1912, à Paris déjà, il va écrire Les Pâques à New York. C'est le fruit de l'expérience de ce voyage. Et en fait, il va, à partir de là, suivre certains fils thématiques. Par exemple, la mutilation. Il parle beaucoup de mutilation. Vous savez, à la guerre, il a perdu la main droite. Ah. Bon. Donc, 1912-1913, Monsieur Frédéric Louis Saucer décède pour le monde et Blaise Cendrasse vient de naître. Alors, qu'est-ce que c'est la Robinsonade? C'est autre chose, c'est tous les livres qui viennent à partir de l'immense succès de Daniel Defoe. Vous savez, Daniel Defoe écrit un livre.
il s'inspire de la réalité, mais il s'inspire. Mais il s'inspire de loin. Il veut faire un ouvrage de fiction où il va parler de sujets qui lui sont chers, des sujets que justement Tournier n'y pense pas à ces sujets. Il va glisser les siens. C'est une réécriture. Bon, alors, il faut dire que y a tellement de réécriture dans tous les supports, hein, le cinéma, la bande dessinée, la télévision, donc des films déjà appliqués au format télévision, des jeux vidéo. Bon, il y a de tout, hein, sur Robinson. Ici, je vous avais mis des centaines. Non, c'est presque 2000 versions différentes qui existent. Qu'est-ce qu'on appelle les Robinsonades? Il y a eu tellement de succès. Ce livre est devenu un mythe, hein, comme, je ne sais pas, Antigone, un mythe moderne, bien sûr. Alors, toutes les réécritures qui tournent autour du personnage de Robinson ou des personnages qui vivent l'aventure de Robinson, comme la même, hein, de Robinson, vont appartenir à un sous-genre romanesque du roman d'aventure et du récit de voyage qu'on appelle en littérature les Robinsonades. Je vous ai mis quelques exemples: L'île mystérieuse, Jules Verne; Stevenson, L'île au trésor; Golding, Sa Majesté des mouches, ça ce sont des grands succès aussi, non? Bon. Tournier, qui a fait une Robinsonade particulière, parce que c'est une parodie, mais une parodie sérieuse, parce que le livre prétend être une critique, non de Daniel Defoe, et il le respecte beaucoup, mais bien sûr, on est à une autre époque, et on est obligé de dire d'autres choses, non? Alors, Tournier se voit obligé d'expliquer son livre, mais c'est une manie personnelle. Lui, de formation, est philosophe. Vous savez, au moment de passer son concours pour devenir professeur de lycée, voilà que Sartre était dans le jury. Et Sartre disait, non, vous ne servez pas pour la philosophie. Ah non, non. Mais vous servirez pour la littérature. Le pauvre, il a mis longtemps à se remettre. Il est devenu locuteur à la radio française. Mais quand même une petite idée lui tournait dans la tête. Et si je faisais de la philosophie en utilisant la littérature, puisque, paraît-il, je le fais bien? Eh bien voilà, Michel Tournier. Alors c'est dans Le Vent paraclet, vous voyez les dates. Dans Le Vol du vampire, vous voyez la date. Dans Les Vertes lectures, il s'explique au sérieux. Il s'explique comme écrivain et comme penseur. Et puis il a fait une version pour les adolescents, Vendredi ou La vie sauvage, où bien sûr, il enlève beaucoup de problématiques philosophiques et même je dirais, sexuelles. Bon, d'accord, il enlève tout ça, mais l'essentiel est dit. Et puis, dans Le Coq de Bruyère, remarquez la date, c'est un recueil de contes, et parmi ces contes, il y a la fin de Robinson Crusoe. Et voilà, il imagine une autre fin. Finalement, on a récupéré Robinson de son île. Vous savez que lui, il est resté, c'est Vendredi qui est parti la première fois. Eh bien, finalement, un bateau va, le prend, allez, l'amène en Angleterre. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un vieillard hagard qui aura véritablement nécessité de retourner à l'île.
Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il a bien les coordonnées, mais il ne reconnaît pas l'île. Parce que la nature, vous savez, est foisonnante. La nature est pleine de force. Cette île est devenue un paysage inconnu. Il passe à côté, il tourne autour, c'est plus son île. Vous imaginez, on réécrit un autre mythe, ça sera plus Robinson Crusoe, ça sera le Hollandais errant. Bon, vous imaginez. Toujours en quête de soi, on n'est jamais content. Bon, ça c'était pour vos professeurs. Véritablement, l'œuvre qui a besoin peut-être d'une lecture soignée, une lecture ou une relecture, c'est vendredi, parce qu'il y a énormément de choses là-dedans. Vous avez un espace privilégié, c'est l'île. Vous avez un héros qui va représenter la civilisation occidentale, puis ce naufragé va subir une quête particulière et le roman d'aventure, le roman d'expérience devient un roman initiatique. Et là, on fait la découverte de vendredi, c'est-à-dire de l'autre, celui qui n'est pas comme moi. Et bien sûr, cet autre va lui apporter une révélation à Robinson, et Robinson va devenir un autre. Il va se métamorphoser, il deviendra différent de ce symptôme de la civilisation occidentale. Mais il y a la parodie chez Tournier. Alors, l'espace privilégié, vous savez, Daniel Defoe situe pour pas situer, hein, situe son roman dans les Caraïbes. Mais voilà que Tournier va choisir un scénario beaucoup plus, je dirais, réaliste, beaucoup plus vrai, beaucoup plus d'accord avec la réalité que Defoe connaissait et que peut-être a inspiré aussi son roman, mais lui voulait faire une autre chose. Alors, vous avez cet archipel de Juan Fernandez. L'archipel de Juan Fernandez n'est pas du côté de l'Atlantique, il est du côté du Pacifique. Et il est approximativement près du Chili, près de Valparaíso, de la ville de Valparaíso. Non? Près, ça veut dire quand même quelques milles, quelques kilomètres. Alors, il y a une première île, Alejandro Selkirk. Qui est-il, cet individu? Pourquoi est-ce qu'on appelle comme ça une petite, un îlot plutôt, hein? Vous le voyez ici. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? On l'appelle comme ça récemment, mais c'est là qu'on avait trouvé un naufragé. Non, quelqu'un qui s'était révolté, et le capitaine du bateau lui a dit: ah, tu vas voir, tu as la tête pleine d'idées, de mauvaises idées. Tu vas voir si je vais refroidir tes idées. Tu vas rester ici tout seul. Allez. Et on l'a trouvé 4 ans plus tard. Quand même, ça a été un choc pour l'époque. Ah, comment a-t-il pu survivre? Comment? Bon, de la chance surtout. Puis, il y a encore un autre îlot, Santa Clara, qui est là, rien, un petit rocher, à côté d'une autre île qui s'appelle l'île de Robinson Crusoe. Un hommage, bien sûr, au personnage littéraire. Alors, anciennement, cette île, déjà, elle est plus grande. Elle s'appelait Masa Tierra o Aguas Buenas.
Et elle a été rebaptisée à une date relativement récente, 1966. Et là, c'est une île qui vit du tourisme, exclusivement du tourisme. C'est la seule qui est vraiment habitée de l'archipel. Non ? Et là, on avait trouvé un Indien. Un Indien de l'ethnie Mosquito qui était là. On suppose qu'il avait été offert à la nature pour un sacrifice, bon, mais le sacrifice ne s'était pas accompli ou lui était parti, etc. Bon, voilà, ça y est. Pourquoi Tournier situe son roman là? Par souci de vraisemblance, bien évidemment, il écrit un roman, mais c'est vrai que si l'écart géographique à l'égard du texte modèle, ce qu'on appelle en littérature l'hypotexte, non, le texte générateur, s'il y a un écart géographique déjà, il y a un écart temporel. L'écart temporel, c'est que Tournier déplace d'un siècle son personnage afin de éviter n'importe quel rapport avec les luttes de la modernité anglaise. Ce sont les luttes, c'est le monde capitaliste que, paraît-il, le personnage de Robinson original voulait éviter. Et c'est pourquoi il a quand même pris la fuite. Non pour s'enrichir, non, il n'est pas parti en aventure pour s'enrichir, non, il est parti pour fuir sa société, son histoire, sa vie, son épouse, ses enfants déjà. Il se considérait trop jeune et pour lui tout ça c'était une charge insupportable. Et encore plus, il y avait une dispute avec son père qui n'a pas accepté cette rébellion et le remords du fils à l'égard du père, le remords, ce regret aussi de ne pas avoir été à la hauteur, pas avoir suivi la perspective que son père avait imaginée pour lui, tout ça, tous ces remords deviennent trop lourds, il ne supporte pas, il prend la fuite. Mais alors, le Robinson de Tournier évite tout cela. Il n'y aura aucune perspective à imaginer d'aspect religieux, même si c'est un lecteur de la Bible, même si la Bible quand même l'aide à comprendre un peu sa situation au commencement de son aventure. Bon. Et vendredi, il va être modifié aussi. Il faut dire que dans le texte original, vendredi est un simple auxiliaire. Il intervient juste au bon moment quand déjà Robinson est mûr et prêt à la métamorphose. Et il est capable de comprendre cette autre façon de vivre, beaucoup mieux adaptée, non seulement au lieu, mais adaptée à l'état auquel il se trouve Robinson. C'est le pivot qui permet de passer du roman d'expérience au roman initiatique vendredi. Et il va continuer à être ce pivot. Mais c'est vrai aussi qu'il va prendre un rôle un petit peu plus important dans l'œuvre de Tournier. Pourquoi? Eh bien, à commencer, le texte ne s'appelle pas Robinson, il s'appelle Vendredi. Alors, voilà, déjà, on met l'accent sur Vendredi. C'est vrai aussi que tout ce que Vendredi fait sur l'île est décrit avec beaucoup de détails. Donc, à ce moment-là, l'auteur Tournier lui accorde de plus en plus d'importance. Mais il n'arrive pas à influencer véritablement Tournier.
Pourquoi est-ce qu'il influe Tournier, pardon, Robinson. Pourquoi? Parce que Robinson n'a pas besoin d'un enseignement oral, précis. D'ailleurs, vendredi, il saurait expliquer sa vie, on s'en doute, non? Mais c'est la conduite, les défaillances dans l'obéissance de vendredi qui provoque une petite catastrophe qui met véritablement, qui jette à la ruine tout le travail de sociabilisation de l'île fait par Robinson. Et donc à ce moment-là, il faut faire autre chose, il faut commencer à nouveau. Et tiens, qu'est-ce que Vendredi est en train de faire? Voilà. Alors, la fonction est la même, c'est lui qui déclenche la curiosité et la nouvelle expérience initiatique de Robinson, mais bien sûr, ce n'est pas notre grand personnage, hein? Non, mais quand même, on a déjà changé. Et puis, si vous remarquez bien, et là, l'humour de Tournier se fait évident, c'est ridicule, cette sociabilité, hein, apprise à Vendredi de la part de Robinson, parce que finalement, Robinson, il ne le prétend pas, mais il est en train de le transformer en esclave. Un esclave bien traité quand même, mais bon, un esclave, voilà. Hein. Donc, Vendredi n'est pas le protagoniste, mais il devient antagoniste quand même par ses maladresses et par son enseignement volontaire. Et puis, en tout cas, pour Tournier, il va représenter l'autre et il va représenter l'autre culture, les autres cultures. Alors là, il y a vraiment un discours qui s'établit, qui est un discours bien sûr interculturel, qui est le discours du XXe siècle, déjà à partir des années 60, non, qui est bien établi. Alors comment interpréter la fin du roman? Parodie, humour, etc. Mais c'est que, en fait, ça vient nous montrer que Vendredi et Robinson sont des individus pareils, avec les mêmes sentiments, avec les mêmes souffrances, avec les mêmes joies. Tout simplement, ils se sont élevés dans des milieux différents, ils ont des cultures différentes, mais rien ne les sépare en fait. Et de la même façon que Robinson voulait changer sa vie, être heureux, être d'accord avec soi-même, même s'il ne savait pas qui était-il, voilà que Vendredi prétend la même chose. Tournier disait, vous savez, il est mort il y a 2 ans, disait que il aurait voulu toujours écrire l'histoire de Vendredi en Occident, en Angleterre. Mais il n'a pas osé. Pourquoi? Imaginez, à l'époque, quel désastre. Esclave, véritablement. Hein? Il n'a pas osé. Alors, Vendredi est un sauvage. Un sauvage. Entre parenthèses, un bon sauvage. C'est-à-dire un sauvage vu à travers les yeux d'un philosophe. Hein? Il y a une relation très spéciale entre le Robinson, le maître, et ce bon sauvage. Chacun doit la vie, le salut, à l'autre. Alors, il y aura un rapport d'amitié quand même, de sincérité, que d'une façon implicite s'installe entre les deux. Ils sont tout seuls. Ils ont à craindre l'île, la nature. Il vaut mieux de s'entraider.
Robinson. Robinson, donc, continue d'être le protagoniste. Et surtout le protagoniste parce qu'il évolue, il se métamorphose, il change de peau. Et, au paradoxe, il arrive à devenir heureux. Voilà, c'est un triomphe. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Il débarque tout seul sur l'île, ils sont tous morts, tous ses compagnons, tout l'équipage de la Virginie. D'abord, le désespoir et un projet rapidement. Je vais chercher à partir, prendre le large, voir si un bateau me trouve, non? Assez rapidement, il voit qu'il a beau préparer son radeau, il ne pourra jamais vraiment vaincre l'océan, tout seul. Alors il y a un grand désespoir qui se solidifie, il est désespéré, il y a véritablement une tentation de se laisser mourir, et dans la philosophie, vous verrez par la suite rapidement, il y a des gestes. Il fait en plongeant dans la souille, c'est comme s'il vivait une étape de régression vers l'animalité, on ne comprend pas trop bien le pauvre, quand même. Mais il reprend de ses forces. Il reprend de ses forces avec douleur, parce qu'il fera la connaissance du passage du temps, il verra qu'il vieillit, mais qu'il doit vivre. Et étant donné que Dieu l'a mis là tout seul, bon, et ça sera cette étape absolument rationnelle où il va se prendre à devenir administrateur de l'île. Et bon, c'est ça ce qu'on a fait. On a toujours dompté la nature, donc c'est ce qu'on va faire, la dompter, voilà, et survivre en attendant. Bon, domestication, aménagement, même production. Il fera des récoltes, de bonnes récoltes, il aura même un excès dans la production. Le texte de Tournier, là, joue sur l'humour, sur la parodie, bien sûr, c'est pas seulement déguisé en blanc vendredi, non, c'est en même temps montrer les défauts de cette façon de vivre, donc de cette civilisation. Là, on répète les erreurs des autres. À quoi bon? Quand même, il va vivre un épisode ambigu dans la grotte. Il va faire une espèce de voyage, de régression aussi à l'âge primitif, à l'origine, au cloître, à l'utérus maternel, avec énormément de plaisir. Il y aurait quand même de connotations sexuelles là-dedans. On ne sait pas trop bien. Il faut penser qu'il est tout seul et très jeune sur l'île. Bon, il vieillit, mais quand même, il continue encore à être dans un âge productif. Bon, donc voilà. Mais ça sera vendredi qui, dans son temps libre, continue à faire ses jeux et ses rites. Alors, cette façon ludique de vivre,
Ça n'a rien à voir avec l'effort, le travail acharné de Robinson. Tout d'un coup, Robinson, qui a déjà vécu un moment de plaisir extraordinaire, où il a même eu peur de se laisser aller, de rester là dans la grotte et de mourir. Il a même peur et c'est pourquoi il sort. Voilà que découvre ces jeux apparemment innocents de vendredi. Et puis, finalement, il arrivera à son extase, cette extase solaire qui est la découverte d'une autre façon de vivre. Bien sûr, transmuée poétiquement, parce qu'on est dans un livre littéraire, on est vraiment dans un monde de références symboliques et mythiques. Tournier insiste là sur ce que l'on pourrait appeler le langage de la psychologie, des profondeurs de Jung. Bon, d'accord. Mais voilà, il découvre une autre spiritualité où la nature règne. Et pour la première fois, il se sent bien avec lui-même parce qu'il est d'accord avec la nature. Voilà, c'est une expérience difficile, c'est une expérience qu'on a beau se demander, et moi, qu'est-ce que je ferais? Chacun évolue à sa façon. Lui, Robinson, évolue comme ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement là où il arrive, mais ce qu'il refuse. Il refuse sa culture, son monde, et il découvre des possibilités autres. Voilà, c'est ça l'enseignement. C'est vrai, vendredi, il en a marre de la vie sauvage. Vendredi, rêve de vie organisée. Voilà, il va prendre le bateau. Lui, non. Robinson, non. Il reste sur son île. L'humour, tantôt la parodie. C'est vrai aussi que c'est un philosophe, hein, n'oublions pas. Et dans cette réaction, cet appel qu'il ressent, Robinson, à la fin, vers le cosmos, est une métaphore d'un paganisme dionysiaque qui a été présenté par Nietzsche dans son Zarathustra. Oh, pardon. Bueno. Maintenant. Alors, quelles sont les idées tributaires du temps, de l'époque de Tournier, qui vont être d'une certaine façon introduites dans l'esprit de son écriture? Eh bien, l'ouvrage a été écrit, publié en 1967. Mai 68 est là. Hein? Mais il y a eu la guerre du Vietnam. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu avant la guerre d'Indochine. Vous savez, c'est pas que les choses se transforment après la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça continue. Ça arrivera à la guerre des Balkans. Bon, donc. Et en même temps, il y a un mouvement culturel. Mao, oui, d'accord, la contre-culture des Mao. Mais les hippies, le mouvement hippie. Et le mouvement hippie, c'était pas seulement des gens qui voulaient pas travailler, comme disaient mes parents, non. C'était pas seulement des gens qui voulaient la liberté à tout prix. Oui, niña, ven aquí a las 12 de la noche máximo. Bon, donc, oui. Alors, c'est pas la liberté à tout prix, c'est une autre proposition culturelle. Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres, voilà. Alors, c'est vieux, hein? Déjà au XVIIIe siècle, à la même époque que Daniel Defoe écrit, il y a un écrivain français qui écrit les lettres persanes, c'est Montesquieu, mais il écrit aussi un ouvrage philosophique, L'esprit des lois. Et là, il dit, eh bien, les cultures sont le fruit du lieu.
du lieu. Les hommes, ils sont tous pareils, tous, indigènes, moins indigènes, plus civilisés, Mozart ou je ne sais pas quoi. Non, non, on est tous égaux. Mais, on vit dans des endroits différents. On ne peut pas habiter le désert comme on habite Londres ou Paris. Hein? Bon, alors, voilà, c'est ça ce que Tournier est en train d'insister, de dire, c'est vrai, de façon imagée, de façon métaphorique, symbolique, mythique, en déguisant la philosophie, en la rendant récit littéraire, mais au fond, c'est cette réflexion. D'autres mondes sont possibles, mais bien sûr, il faut les accepter, il faut les connaître, il faut s'y adapter ou non, ça dépend des circonstances. Mais en même temps, il y a une nouvelle science qui se met déjà en marche, c'est ce que Lévi-Strauss appelait l'ethnographie. C'est l'étude des sociétés primitives. Et voilà que Tournier est vraiment un grand lecteur, il suit Lévi-Strauss. Ce n'est pas l'anthropologie, l'ethnographie qu'il va faire, parce qu'il fait une synthèse philosophique. Mais quand même, Lévi-Strauss est là. Et bon, le livre est complexe, celui de Tournier, parce que ce n'est pas seulement un livre de voyage, ce n'est pas seulement un livre d'aventure, c'est tout ceci et beaucoup plus. Comme c'était déjà Daniel Defoe dans son Robinson, puisque c'est lui, créateur de l'idée. Mais, pour terminer, c'est un philosophe. Et chaque philosophe a sa marotte. Pour lui, c'est Spinoza. Et si on lit, si on a la patience de lire l'éthique de Spinoza, c'est pas maintenant. Vous ne devez pas le faire maintenant. Mais sachez qu'il va suivre mot à mot l'éthique de Spinoza. Pourquoi? Eh bien, parce que Spinoza a lui aussi un langage simple, c'est paradoxal, mais Spinoza cherche à expliquer ses idées qu'il sait révolutionnaires pour l'époque. D'ailleurs, le livre est publié posthume, ensuite il a été très critiqué, mais petit à petit il s'est imposé, et par exemple, même Victor Hugo, il est un fidèle adepte de Spinoza. Spinoza est panthéiste. Et bon, alors vous comprenez déjà que Tournier sympathise avec Spinoza. Et Tournier évoque en fait les trois âges, les trois moments de la connaissance humaine. Selon Spinoza, il y a une connaissance sensible, une connaissance qui est due au corps, non au cœur, au corps. Hein? Vous savez, les bébés, les bébés, c'est déjà une connaissance de soi. Bon, donc, cette connaissance sensible est une vision des choses acquises à travers le corps. Mais bien sûr, c'est une connaissance superficielle. Puis, il y a une phase déjà raisonnable où l'on organise, on appelle cela la phase culturelle. Et finalement, il y a une phase mystique, celle de la connaissance intuitive. C'est celle de la fin. Bueno, ya he acabado. Les rapports d'intertextualité et d'interculturalité, vous les savez, vous les comprenez. Il s'explique dans d'autres livres, Tournier, mais il insiste sur ces aspects-là. Ce sont des aspects qui nous touchent maintenant. Le livre est très actuel. Et j'ai terminé. Merci de votre patience.
Carpout? Oui. Allez, on choisit. Vous allez à carpout.it d'abord. Il y a 0 équipe pour le moment. Hein. Carpout.it. Ah, voilà. Une équipe, les parapoupettes. Où est-ce que vous êtes, les parapoupettes? Les équipes, les gymnastes. D'accord. Est-ce qu'on a toutes les équipes? Je me connecte. Tout le monde est inscrit, ça y est? Non? Quels sont tous? Come scène? Allez, on y va. Première question. Alors, ce sont les Robertsonades. Où sont les parapoupettes? Où vous êtes? Alors, le voyage en Amérique, qu'est-ce que c'est? Ah, bravo aussi, hein? Ah, les chics, la moneda en tête. Laisse Sandra maintenant. Qu'est-ce que le voyage en Amérique? Qu'est-ce qu'il montre? Ah, c'était un peu plus difficile, hein? On continue. Vous pouvez vous rappeler